Salut tout le monde, on se retrouve pour le bilan de la saison koh le feu sacré. On va commencer par parler du thème de la saison. Le feu sacré qui a un peu disparu après la réunification, si ce n'est pour sauver Tanya. Et encore, en réalité, ça n'a rien à voir avec le feu sacré, c'est juste que la production fait ce qu'elle veut et tente d'expliquer le règlement de la saison en le rattachant au thème choisi. Sinon, donc le feu sacré, c'était avant la réunification. C'est une immunité qui se balade en fonction de ce qui se passe dans les épreuves de confort, du choix des candidats qui possèdent son pouvoir. Globalement, je dirais que ça augmente la partie stratégique et ça aide ceux qui gèrent leur social. Alors dans la saison, on a vu des réflexions sur comment l'utiliser, soit de manière collective pour affaiblir l'équipe adverse, soit de manière individuelle pour sauver un allié qui est dans l'équipe adverse. Peut-être qu'en fonction du moment de la saison, c'est mieux de penser collectif au tout début. Tanya a eu une période compliquée au début car elle n'était pas forcément d'accord, elle aimait bien Rudy, mais du coup ça la mettait dans une situation compliquée dans sa propre équipe. Donc voilà, plutôt penser collectif au début et après un swap, peut-être voir si c'est mieux de penser individuellement. En général, l'alliance qui a le plus résisté au temps, c'est celle de la première équipe. Alors c'est pas systématique, mais on va en reparler. Donc le feu sacré, ça s'inscrit dans l'air du temps. Par contre, ça augmente la partie stratégique en changeant la donne. Repensons à Rudy qui avait fait un très beau bluff. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Si le détenteur du feu sacré n'est pas de notre côté, ça complique sévèrement la tâche. On peut dire que cette règle nous rend un peu plus dépendants des autres. Donc ça avantage ceux qui gèrent leur social. Un peu comme Quentin. Ensuite, le déroulé de la saison a tourné autour de la stratégie et de l'alliance puissance 4. Donc on va en parler dans la partie 2, les enseignements. On commence par souligner un casting ouvert à la stratégie. Ça implique plusieurs choses. Déjà, on a vu avec Tanya que le phénomène du rescapé a un effet positif beaucoup plus réduit. Ce qui se passe, c'est qu'un casting plus orange, ça grossit la logique, la rationalité et diminue l'émotion. Or, c'est là-dessus que capitalise le rescapé. Il suscite de l'émotion. C'est waouh, quel parcours! Elle est toujours là, c'est incroyable. Bon, je vais commencer à la soutenir, ce serait beau qu'elle gagne maintenant. En orange, non. Il y a une importance nettement plus forte accordée à l'intelligence de jeu. Un beau parcours, c'est un parcours malin qui offre une aventure où on risque très peu l'élimination. Exactement ce qu'a fait Fred. Ensuite, le paradoxe de koh s'effondre, ou du moins s'effrite. Faire des moves, faire de la stratégie ne détériore pas ou peu l'image. Encore faut-il que ce soit bien fait. Et Fred a appliqué un point important que j'avais cité dans ma vidéo Les moves dans koh. Il a choisi en grande partie d'assumer ses stratégies. À ce sujet, on a vu une opposition de style entre Fred et Nico, deux profils de gagnants qui ont utilisé les deux chemins différents que j'avais décrits toujours dans mes vidéos sur les moves. Nico a opté pour la résolution du paradoxe. Il avait de fait un profil de gagnant classique qui ressemblait à ce qu'on a l'habitude de voir dans les saisons d'avant. Et Fred a opté pour la dissolution du paradoxe. Il avait un profil de stratège assumé qui se confond avec un profil de gagnant si la dissolution a fonctionné. Et si vous mélangez le côté stratège assumé avec de belles capacités sociales, et en plus un casting qui est déjà en attitude ouverte vis-à-vis de la stratégie, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ensuite, et c'est encore en lien avec ce que je viens de dire, j'avais dit dans une vidéo que le paradoxe de koh se vérifie notamment dans le fait que beaucoup de gagnants sont de type 6 ou 9. Alors que ce sont justement les deux énéatypes théoriquement le moins attirés par le système de valeurs orange qui place le succès sur un piédestal. Et je pense que ce même tableau, avec la même information, nous indique que les 6 et les 9 sont des candidats redoutables, même quand ils sont centrés en orange, et surtout quand ils sont centrés en orange. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres types, notamment les 3, les 5 et le 7, qui sont égotiquement très à l'aise en orange,
Ils sont moins susceptibles d'atteindre les aspects négatifs de ce système de valeurs. Le machiavélisme, le côté sournois, vicieux, en fait tout ce qui décrit la partie sombre et disgracieuse du stratège. Donc voilà, en résumé, les 9 ou les 6 centrés en orange, comme Fred ou Nicolas, ça donne de brillants candidats. A contrario, par exemple, un 7 centré en orange, comme Rudy, c'est plus délicat pour lui de conserver une image saine. Et puis tout ça c'est logique dans le fond, puisque pour qu'un 6 ou qu'un 9 soit à dominance orange, ça implique un minimum d'intégration. Enfin, dernière chose, les swaps et changements d'alliance. Quand il n'y a que 2 tribus, il va y avoir un swap. Une question intéressante, c'est de se demander quelle alliance a tendance à perdurer à la réunification. Plutôt celle avec l'équipe d'origine ou plutôt la plus récente, celle de la nouvelle équipe? Alors je pose la question, j'ai pas la réponse. J'observe juste que ça fait 2 saisons d'affilée que c'est plutôt l'alliance du tout début qui tient le coup. L'année dernière avec les Verts de François et cette année avec le Puissance 4. C'est un vrai débat et peut-être que dans le fond il n'y a pas de réponse théorique. Ça dépend de trop de variables, les gens avec qui on tombe, la durée de l'équipe originale. Si le swap a lieu au bout de 6 jours, c'est pas la même que s'ils le font au bout de 12 jours. C'est un sujet intéressant et dans les saisons à 2 équipes, je dirais même que c'est très important et que la réponse à cette question conditionne les 2 tiers de l'aventure au moins jusqu'au destin lié. Pour l'élection du MVP, le meilleur candidat, ça se joue entre Fred et Nico. Dans les nominés, on pourrait rajouter Quentin et Clémence. Les autres pour moi c'est non, même Tania. Même si elle avait gagné les poteaux et Koh-Lanta, je l'aurais jamais mis en MVP. Déjà au début, elle s'isole avec Benjamin par son inactivité. Factuellement, elle s'est fait éliminer 2 fois et au compteur, elle a 36 votes contre elle. Donc non, être sur la sellette, c'est déjà pas bon comme constat. Alors avoir été sur la sellette en permanence, c'est rédhibitoire. J'ai pensé à Clémence, mais là c'est trop compliqué d'élire un MVP qui s'est fait éliminer tôt. On sait jamais ce qui se serait passé derrière. Et d'une manière ou d'une autre, si elle s'est faite éliminer, c'est qu'elle a raté quelque chose, même si c'est mélangé avec un coup du sort. En plus, elle a eu une chance de se racheter. Si elle était vraiment clutch, elle aurait battu Esteban. Et après, il se passe ce qui se passe. En dehors de ça, elle avait toutes les qualités requises pour être un MVP, mais ce sera pas elle. J'ai vaguement pensé à Quentin. Il s'est fait griller, mais il a essayé de faire ce qu'il fallait, du jury management. Sauf que Quentin, finalement, c'est un peu un sous-Nicolas, si je puis m'exprimer ainsi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait une aventure similaire à Nicolas. C'est le même style de candidat, mais tout en un peu moins bien. Moins de performance en épreuve, un peu moins bon socialement, un peu moins stratège. On n'oublie pas qu'il a été jusqu'au tirage au sort des ambassadeurs. Et évidemment, moins doué en survie. Et il finit 5e, tandis que Nicolas finit 3e. Donc le titre de MVP se joue entre Nicolas et Fred. Le truc dans ce jeu, c'est que quand un profil de gagnant se retrouve sur les poteaux et gagne les poteaux, comment ne pas lui décerner le titre? Puisque c'est une élection pratique qui parle du concret. Donc parce qu'en dehors de ça, on pourrait élire celui qui a le plus gros profil de gagnant comme MVP. Mais ça mettrait les poteaux de côté. Et les poteaux, ça sert à ça justement, à éliminer ce genre de profil qui va nous empêcher de gagner la saison. Donc rien qu'avec ça, c'est Fred, le MVP. On peut malgré tout se poser la question, tant qu'on y est, de qui avait le plus gros profil de gagnant entre Fred et Nico. Et pour cela, il faut se demander s'il y avait eu une finale entre Fred et Nico, qui c'est qui gagne? Alors j'ai essayé d'imaginer la situation et d'imaginer les votes du jury final. Donc ça donnerait à peu près ça pour moi. Anso, ça dépend du vainqueur des poteaux, donc on va dire que c'était Fred. Elena pour Nico, pour ses victoires individuelles et son côté aventurier, la stratégie me semble plus bas dans ses critères. Gilles et Julie étaient plus proches de Nicolas. Clémence et Laura préféraient le côté stratège assumé de Fred. Quentin, Fred bien sûr. Il reste Esteban et Tania, ou je sais pas, je suis pas sûr de moi. Peut-être bien que Tania aurait voté Nico et Esteban, je sais vraiment pas. Peut-être plus Nico aussi si je dois dire quelqu'un. Bref, dans tous les cas, c'est très serré, donc chacun dans leur style, ils avaient, on va dire, un profil de gagnant équivalent. Autrement,
Fred, il avait un impact important en équipe, c'était un leader positif. Il a toujours été actif sur le camp. Il a gagné les épreuves les plus importantes, l'immunité des destins liés, la dernière immunité ainsi que les poteaux. Alors honnêtement, s'il y a 3 épreuves à gagner dans koh c'est ces 3-là. Stratégiquement parlant, au top, comme dirait Esteban, même dans l'épreuve d'orientation, hein. Alors oui, c'est toujours un peu moins bien que d'être performant et de plier l'épreuve en 40 minutes sans avoir besoin de la stratégie, comme Nicolas. Mais pour moi, s'il n'avait pas menti à Tania, la situation était dangereuse quand même pour lui. Donc peut-être qu'il se qualifie grâce à cette stratégie. Et un social excellent, maintenu par le côté assumé de ses stratégies. Voilà le CV du MVP de cette saison. Allez, maintenant, les personnalités, une vue d'ensemble. J'ai opéré quelques changements par rapport à ma vidéo de la mi-saison. Martin en 4, peut-être bien plus émotif qu'instinctif, râleur notamment, avec le feu. Le caractère plaintif, ce sera toujours un argument en faveur de l'hypothèse 4, puisqu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour le 4. Et de la dramatisation notamment, je repense à l'entraînement de l'épreuve d'équilibre sur les plateformes dans l'eau. Il se prend le truc dans le pied, on a l'impression qu'il va décéder hein, tellement qu'il a mal. Le 4 étant un spécialiste de l'exagération, pour être certain d'être unique, il y a peut-être un peu de ça. Grace, c'est une 8, un tempérament de feu. Cash, je pense qu'Anne-Sophie s'en souvient encore. Après Tania, finalement, c'est une 6. On va parler des 6. Ils étaient nombreux dans la saison et rapidement, même, on s'est retrouvé avec quasiment que des 6 dans le jeu. C'était assez drôle. Alors j'ai une petite réserve sur Laura quand même. Je me suis rapidement demandé si ça pouvait pas être une 7 à L6. Je pense pas, hein. Mais on l'a pas énormément vu, alors je sais pas. Et même sa variante, je sais pas. Alors, on va cibler du coup les énéatypes 6. Il est coutume de dire dans l'énéagramme que le type 6 est le plus difficile à comprendre. Alors, tous les énéatypes décrivent des motivations et pas des comportements. Je trouve que personnellement, l'énéagramme devient vraiment génial hein, quand on se rend compte que des personnes complètement différentes appartiennent au même type. Et même si ce que je viens de dire touche tous les énéatypes, le 6 reste dur à cerner et peut avoir des comportements diamétralement opposés en fonction de l'objet de sa loyauté. Et souvent même dans la vie de tous les jours, quand on rencontre un 6, on voit qu'il est 6 plus par son mental préféré, la peur et le doute. Mais ce qu'il y a de plus difficile à observer, c'est la compulsion d'évitement de la déviance. Et pour comprendre dans le fond vraiment un 6, il faut avoir clairement identifié l'objet de ses loyautés. Et ça nécessite bien souvent d'être proche de la personne, à moins que ce soit des groupes sociaux, auquel cas c'est plus visible. En plus, il y a des 6 qui se connaissent mal et ne savent pas eux-mêmes ce à quoi ils sont loyaux. On peut toujours ajouter dans ce constat le fait que le 6 est le type le plus susceptible d'exprimer sa contrepassion, la fameuse contrephobie. Il paraît aussi qu'il y a pas mal de 6 qui ont du mal avec le terme loyauté, un terme choisi par l'énéagramme pour désigner l'orientation du type. Pour ces personnes-là, j'aime bien leur dire de remplacer le terme loyauté par responsable. Et généralement là, ça va mieux. Le 6 se sent responsable envers ce qu'il aime, envers les gens qu'il aime, envers les tâches, les directives qu'on lui donne, etc. Alors le 6, pour rappel, il vit le cercle vicieux suivant. Il cherche la sécurité, il a peur d'être abandonné, d'être livré à lui-même, totalement seul. Son ego pense lui faire éviter ça par la peur, le doute, la suspicion, la recherche d'un groupe. Il devient attentif à tout signe de danger et cherche à l'anticiper pour l'éloigner. Sauf qu'être en permanence dans la suspicion et l'anticipation négative, ça accroît la peur de base et le sentiment d'insécurité. On voit des menaces partout, même celles qui n'existent pas, et on a de plus en plus peur. De fait, le 6 perçoit exagérément le danger, les menaces, le futur, d'une manière générale, et fatalement, si on mélange les deux, le 6 perçoit les problèmes potentiels qui peuvent intervenir. C'est en ce sens que le 6 paraît négatif. Sa vision est axée sur ce qui ne va pas aller.
Si je m'amuse à illustrer ce que je dis avec des petits exemples banals de la vie quotidienne, c'est des situations réelles qui me sont arrivées personnellement avec des 6 que je connais, mais c'est des exemples très généraux. Je mange un plat avec de la sauce tomate alors que j'ai un t-shirt blanc et mon ami 6 va me dire « Oula, je te sens pas toi, tu vas tacher ton t-shirt, c'est sûr ». Alors j'adore ce genre d'exemple à petite échelle. C'est là qu'on voit qu'on est prisonnier de notre ego, que ça ne nous décrit pas uniquement dans les grandes lignes. Ensuite, il perçoit les intentions des autres, toujours teintées de négativité. C'est la même chose que le point d'avant, mais axé sur l'homme. Et c'est logique, l'adversaire principal du centre mental, c'est l'homme. N'oubliez jamais ça pour comprendre le 6. Donc oui, le 6 perçoit le monde comme dangereux, mais la menace principale vient des humains. Si un 6 croise quelqu'un qui ne lui dit pas bonjour, pour X ou Y raison, par exemple parce qu'il est dans ses pensées, le 6 va se dire « pourquoi il m'a pas dit bonjour lui? Je pense qu'il m'aime pas. » Ça va très vite dans la tête d'un 6. Dès qu'il n'a pas d'explication de quelque chose, il s'en invente une. Ou plusieurs d'ailleurs. C'est à cause de ce point-là que le 6 imagine des trahisons. Moi je me méfie de lui. Ensuite, le règlement. C'est intimement lié au rattachement à l'extérieur. La sécurité pour un 6 vient de l'extérieur. Et les règles, c'est très pratique. Plus le cadre est clairement défini, plus on sait ce qu'il faut faire pour rester dans les clous, pour ne pas dévier, ne pas être déloyal. Quand je dis règlement, c'est vaste, c'est pas forcément les lois ou des trucs écrits et officiels. C'est souvent même plus par rapport à l'habitude, à ce qu'on a coutume de faire ou de ne pas faire. Alors par exemple, une fois, une amie 6 voulait cuisiner des pâtes, mais le sachet était presque vide. À côté, il y en avait d'autres, mais c'était pas les mêmes sortes de pâtes. Alors moi, je lui ai suggéré de tout mélanger, même si c'est pas la même famille, on s'en fiche. Et en premier réflexe, elle me regarde bizarrement et elle me sort « On a le droit de faire ça ?» avec le « on » caractéristique du 6. Elle parle comme si on était ensemble, alors que non, c'est elle qui cuisinait, et pour elle uniquement en plus. Moi, j'étais même pas dans l'histoire. Ensuite, ce qui est louche, globalement, frappe le 6. Tiens, pourquoi il a fait ça, lui? Il est bizarre. Bref, tout ce qui est déviant le marque. L'autorité, une conséquence de quasiment tout ce qu'il y a au-dessus. Le 6 a tendance à surestimer le pouvoir des figures d'autorité. Il se méfie des hommes, de leurs intentions et de leur utilisation du règlement auquel il est soumis, puisque le 6 respecte trop la structure qu'on lui impose. Tout cela génère de la peur. Encore que, du coup, autre conséquence, le 6 a une relation ambiguë avec l'autorité. Il perçoit facilement les prises de position en opposition de ce que préconise l'autorité, prise de position qu'il peut confondre avec la notion de courage, et lui-même peut exprimer une tendance à se rebeller, à faire exprès de désobéir. Alors ce qui est marrant quand même, c'est que dans les deux cas, qu'il soit soumis ou rebelle, le 6 a besoin de connaître le cadre, la structure, le règlement, pour savoir quoi faire pour obéir ou pour désobéir. Il y a dans le fond toujours un rattachement à ce que propose l'extérieur, même dans l'opposition. Pas comme un 8 qui se dit moi je fais ça parce que je veux faire ça, peu importe si j'ai le droit ou pas, je m'en fous. Alors que le 6 se rebelle par rapport à quelque chose. C'est beaucoup plus mental comme rébellion. C'est lié à une connaissance des règles. Enfin, il perçoit aussi la solitude. C'est pas surprenant de voir un 6 dire à quelqu'un bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout seul? On t'a abandonné? En bref, également, quelques remarques générales à retenir. Je rappelle que les passions décrites par l'énéagramme, ce ne sont pas contextualisées. Elles sont à comprendre dans leur sens pur. Par exemple, le 6 n'a pas peur précisément des araignées ou du noir. La passion du 6, c'est une peur sans objet. C'est un vécu intérieur, une émotion générale qui l'accompagne quotidiennement. C'est une peur face à la vie en général. Il ne sait pas de quoi il a peur. Et c'est ça qui fait encore plus peur. Après, cette peur générique, elle peut devenir concrète, mais l'objet de la peur change en fonction du contexte. En fait, surtout, le 6 a peur de l'inconnu, de ce qu'il ignore. C'est sur cette base que le mental peut s'emballer à imaginer plein de trucs. L'inconnu par excellence, c'est le futur.
Donc le 6 a peur du futur. Dans le présent, quand l'objet de la peur devient identifié, naturellement l'émotion diminue, ça va mieux. Et c'est pour ça que paradoxalement, quand la menace est clairement identifiée, le 6 peut devenir moins peureux que les gens qui l'entourent qui ne sont pas des 6. Puisque pour lui, l'étape la plus angoissante est passée. C'est le fait de ne pas connaître ce qui est dangereux qui lui fait peur, plus que la menace réelle de ce qui est dangereux. Par exemple, vous dites à un 6, « Tiens, plonge ta main dans ce sac et attrape la clé. » Et dans un deuxième cas, vous lui dites, « Tiens, plonge ta main dans ce sac et attrape la clé. Il y a des araignées dedans. » Eh bien, le cas B est moins angoissant pour un 6. Même s'il l'est quand même, si le 6 n'est pas capable d'évaluer le niveau de dangerosité de l'araignée. Il peut très bien se demander c'est quel genre d'araignée et qu'est-ce qui va m'arriver si je me fais piquer. Donc du scénario A au B, il y a un peu de mieux, mais on a essentiellement déplacé le problème. Il faudrait un scénario C qui rajoute « Ne t'inquiète pas, les piqûres de ces araignées sont bénignes » pour que ça apaise vraiment. Encore que, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez que le plus gros danger dans le monde pour un 6, c'est l'homme. Donc, le 6 va continuer à avoir peur en déplaçant ses doutes sur les informations transmises par l'organisateur du jeu. Et d'où il sait ça, lui? Peut-être qu'il ment, peut-être qu'il se trompe. Donc, l'ego trouve toujours le moyen de douter et d'avoir peur, mais l'idée à retenir, c'est que plus le 6 dispose d'informations, plus il est rassuré. C'est là qu'on voit que c'est un mental. La sécurité passe par la connaissance. Ensuite, le deuxième point qui complique le tableau, c'est que le 6 vit des bascules du centre mental. Il y a des moments où il cesse de fonctionner et on se retrouve devant un individu qui réprime le centre mental. Alors, je dis que ça complique les choses parce que si je reprends mon exemple du point précédent, on peut tout à fait imaginer un 6 réagir de la manière suivante. L'organisateur du jeu, c'est la figure d'autorité, donc forcément, il sait ce qu'il dit. Ce serait déviant de remettre en cause les informations qu'il m'a transmises. Donc je plonge ma main et il ne m'arrivera rien. Je lui fais confiance. Ça rend le 6 compliqué car, en fait, dans son ego, il y a deux chemins à sa disposition. Soit il réagit par lui-même et il est méfiant, soit il réagit via son groupe et il est naïf. Le 6 possède du coup ce paradoxe dans sa personnalité. C'est quelqu'un d'à la fois méfiant et naïf. Il est méfiant avec l'inconnu et il est naïf avec tout ce qui touche à son groupe. Donc sa réaction reste égotique dans les deux cas, mais dépend grandement du sentiment du 6. Est-ce qu'il considère l'organisateur du jeu avec lui ou contre lui? En fonction de sa réponse, son attitude sera aux antipodes l'une de l'autre. Je me suis demandé si on pouvait faire un lien avec le niveau d'intégration de l'individu, à savoir que théoriquement la répression d'un centre intervient en cas de désintégration. Alors je parle du triangle. Donc peut-être, et c'est juste une hypothèse personnelle, peut-être que je dis n'importe quoi, que les 6, souvent naïfs, sont des 6 qui se rattachent très ou trop facilement à des groupes. Ils ont un besoin plus viscéral de sécurité. En termes d'énéagramme, ils sont plus désintégrés. Donc j'en conclus que les 6 qui sont plus souvent naïfs que méfiants auraient des niveaux d'intégration plus bas que ceux qui réagissent avec de la méfiance. Autrement, même si souvent la bascule du mental est liée à une perception de la déviance, le mental peut basculer aussi d'une autre manière quand la peur devient trop intense. Il cesse de fonctionner différemment, à savoir qu'il est utilisé mais en mode surchauffe. Il s'emballe, il part dans tous les sens, mais les questionnements tournent en rond. Elles n'aboutissent à rien du tout et elles sont même éloignées de la réalité. Donc dans ce cas-là, l'utilisation qui est faite du centre mental n'est qu'une façade et en réalité, il ne marche plus du tout. On continue. Alors le 6 cherche du soutien, du réconfort, de la sécurité. Par conséquent, le thème de la confiance est quelque chose qui le travaille énormément. Il aime bien voir la vie par son prisme et juger les autres avec ce critère. Toi, je te fais confiance, toi, je te fais pas confiance. C'est important car tout seul, le 6 est rempli de doutes, de questions. La confiance, la sécurité, la certitude sont apportées par l'extérieur.
c'est puisqu'il manque de tout cela qu'il les cherche à l'extérieur, hein. C'est ça le fameux groupe, hein. C'est un élément extérieur qui réconforte et apporte tout ce dont le 6 se sent orphelin. Un groupe peut être abstrait, on le rappelle, ça peut être une philosophie, une religion, une mentalité, hein, comme par exemple dans la vie, il faut être heureux. Ça peut être une région. Bien sûr, il peut être concret, ça peut être une entreprise, un groupe d'amis, la famille. Ça peut même être une construction personnelle, comme un groupe virtuel. C'est-à-dire que le 6 s'invente son groupe en se disant bah, « moi je suis avec lui, avec lui, avec lui », même si ces dites personnes ne se connaissent pas entre elles. Le 6 a bien souvent plusieurs groupes, c'est encore plus vrai s'il a une L7, et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il peut se retrouver coincé. Si sur un sujet, deux groupes préconisent l'inverse, il va être obligé d'être déloyal envers un groupe, et ça va générer de la culpabilité. Ensuite, le 6 réagit de façon opposée entre les siens et les autres. Avec les siens, comme on l'a déjà dit un peu plus tôt, il sera plutôt naïf, compréhensif. Pour éviter la déviance, le 6 peut vivre aussi des difficultés à s'opposer à l'opinion majoritaire du groupe. Ou alors, du coup, s'il veut le faire, il va le faire à l'aide du mécanisme de défense de projection. Il imagine que d'autres pensent ce que lui pense. Donc par exemple, je pense que machin ne sera pas d'accord parce que blablabla. Et comme ça, il passe pas pour le mec déviant. Il place son opinion dans la tête de quelqu'un d'autre. Et ensuite avec les autres, donc avec les personnes qui ne sont pas de son groupe, comme on l'a déjà dit, il va plutôt être méfiant, il peut même être indifférent ou peut même aussi être agressif. Maintenant, je vais décliner le type par les sous-types, donc il en existe 3. Le sous-type conservation qui s'appelle cordialité, c'est le 6 qui a le plus peur, peur pour sa sécurité physique. Il va donc tenter de désarmer l'autre. Comme son centre préféré c'est le mental, sa solution elle est mentale. Obtenir des informations, donc diminuer l'ignorance de l'autre, savoir à qui on a affaire, ça rassure le 6 et ça rapproche, ça crée du lien. Vaut mieux être avec les gens que contre les gens. Et pour se mettre les autres dans la poche, il a une attitude questionnante pour accumuler des connaissances. Et en plus de ça, il va être chaleureux, affable, cordial, poli, respectueux, pour au moins ne pas provoquer l'agressivité et mieux être pris en charge et protégé par les autres. Après, on a le sous-type social qui s'appelle devoir. S'il a envie d'insérer des groupes sociaux, il sera loyal envers eux. En échange, il veut que le reste du groupe soit loyal également. La loyauté des autres, c'est important aussi, il faut que ce soit réciproque. Si le 6 n'a pas l'impression d'être dans un groupe soudé, égotiquement, c'est un groupe qui l'intéresse pas, ou qui l'intéresse moins, car lui, à la base, il cherche un groupe pour se sentir en sécurité. Si c'est un groupe instable, non, quoi, ça marche pas. S'il est vexé, la loyauté peut même cesser brutalement, et le 6 ne va pas hésiter à changer de groupe. Le 6 social, c'est un 6 qui peut être assez méchant contre ceux qui s'opposent à son groupe, que ce soit quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un d'intérieur au groupe dont il estime qu'il fout la merde. Il va être attentif à tout ce qui peut faire imploser le groupe. Par ailleurs, même quand le 6 a un rejet des groupes sociaux, souvent pour le 6, le rejet reste lié à la notion de devoir. Ce sera un 6 qui évite les groupes sociaux car il a peur de ne pas être assez loyal, de ne pas savoir faire correctement son devoir, de ne pas pouvoir assumer les responsabilités qui s'offriront à lui. Donc finalement, le nom du sous-type est bien trouvé, c'est toujours la notion de devoir qui hante le 6 dont l'instinct social est blessé. Enfin, il y a le sous-type sexuel qui s'appelle force beauté. Ça donne un 6 plus agressif, généralement plus attiré par la contrephobie. Il montre une image de force, une force physique ou intérieure, un excès de confiance en soi, pour se sentir en sécurité. Et puis la force et la beauté permettent d'être plus séduisants, ce qui est le but de l'instinct sexuel. Donc les deux notions se confondent pour un 6 sexuel. Je te séduis pour ne pas me sentir tout seul et me sentir en sécurité. Et j'utilise une manière de séduire qui me protège en tant que telle.
Et logiquement, hein, ce sont des 6 aussi qui seront loyales plutôt envers des personnes précises plutôt qu'envers des groupes de personnes. Bien, voilà, on a à peu près fait le tour. Je vous fais foi dans cette vidéo des nuances causées par les variantes et les ailes. Je vais maintenant vous parler de quelques observations sur les 4 finalistes du Feu Sacré. On va commencer déjà par Julie qui a quelques scènes très intéressantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment à chaque fois que Denis lui posait une question, elle commençait sa réponse par « Écoutez Denis ». C'est un début de réponse qui est cordial, qui est rempli de respect envers la figure d'autorité de Koh-Lanta, Denis Brognard. Il y a un respect appuyé envers la bienséance. Également la projection de peur, qui est la projection la plus courante du 6. Le pouvoir du talisman, il fait peur à tout le monde, je pense. Alors probablement à juste titre, hein, ici, l'ego ne nous fait pas dire des choses forcément fausses, mais il nous fait percevoir trop facilement certaines choses. Ensuite, à l'élimination de Gilles, c'est pas j'apprécie quelqu'un à un instant T. Quand j'avance avec quelqu'un, j'ai envie d'avancer avec quelqu'un, quoi. Elle se sent d'une certaine manière trahie par Gilles, car il a bafoué sa confiance. Julie est très déçue de voir qu'il a promis la même chose à d'autres personnes, notamment Clémence. On voit qu'elle a besoin d'un allié solide, elle cherche un allié solide. Elle aime pas qu'on banalise des promesses. Quand tu t'engages, tu dois tenir le truc derrière, tu dois assumer. Ensuite, il y a les scènes avec Tania. Alors déjà, celle où elle demande son colis à Tania. Tania, je peux te faire confiance que tu me le redonnes. Julie, mais sur la vie de ma mère que je vais te le redonner. Mais t'es malade ou quoi? Tu me prends pour qui? Et oui, hein, au vu de la tête qu'elle fait, c'était inimaginable de ne pas rendre le colis à Tania. C'est beaucoup trop déviant. Tellement déviant qu'elle n'y avait même pas pensé. Hein. Le mental est réprimé pour les choses déviantes. Ça empêche d'y penser. Elle est surprise même que Tania puisse imaginer ça. Elle trouve ça louche d'avoir pu penser à cette éventualité. Et un exemple où elle exprime très bien peur et suspicion. Ce qui me fait peur chez Tania, c'est qu'elle n'est pas discrète. Déjà, le fait qu'elle déplace aussi son collier alors qu'ils étaient dans la mer, j'ai pas trop apprécié. C'est risqué. C'est quand même une belle stratégie mise en place. J'ai été la chercher au fin fond de mon cerveau. J'aimerais pas qu'on la perde pour une bêtise. On est fiers, hein, on est tous fiers de notre centre préféré. Julie est fière de son centre mental, elle est fière de sa trouvaille. C'est pas une bonne stratégie, ça? Et il y a aussi la perception du risque hein, dans la citation sur Tania. Nicolas, il a, lui, de beaux exemples de centre mental réprimé. D'abord l'épisode 7 avec Rudy. Apprendre que Rudy, notre cible, nous sort 2 armes stratégiques, dont une qui peut déboucher sur un collier, on se prend un petit coup sur la tête. Cette citation, je la mets parce qu'on voit qu'il s'inclut. C'est notre cible, c'est on se prend. Il parle au nom d'un groupe. Et plus loin, il va dire donc là, il est parti, je pense content, puisqu'il ne partira pas ce soir. Évidemment, il va jouer son collier, en parlant de Rudy. Hein. Il tombe dans le panneau assez naïvement, hein, trop honnête, je pense. Il est loyal envers l'honnêteté. Il n'imagine pas que Rudy peut être fourbe. Une réaction donc aux antipodes de celle de Tania, qu'on verra tout à l'heure, par rapport à cette même scène. Autre moment flagrant de naïveté et de répression du mental, c'est sur le bluff de Julie, à l'épisode 15. Il va d'abord aller voir Quentin. Je lui dévoile le collier de Julie. Et là, il se dit, bon là, ça y est, hein, on est plus serein. Il fait une projection et il utilise toujours le « on ». Et dans un deuxième temps, il va voir Fred. Je lui ai dit à Quentin, je viens de voir le collier de Julie. Donc c'est à Fontania, hein, faut pas se poser de questions. Et Fred va répondre, c'est pour ça qu'elle est sereine là. Alors la réponse de Fred est tout aussi intéressante. Ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. L'ego de Fred l'incite en réflexe à éviter la déviance en étant d'accord avec la prise de position de Nico. En fait, là, bien sûr, Julie n'est pas du tout sereine. D'abord parce qu'elle est en plein bluff, et ensuite parce que c'est une 6. Et Fred, il pense qu'elle est sereine. Il tombe plus aisément dans le bluff de Julie, car il voit davantage en quoi Nico a raison, au lieu de douter de ce qu'il lui dit. C'est une manifestation bénigne de la répression du centre mental. Après, on revient sur Nico. J'adore cette citation de l'épisode 3.
Je pense que Rudy et Tania risquent de se faire un petit match de tennis talisman à chaque fois. Là, il anticipe le danger. À l'épisode 11, il va gagner l'équilibre sur l'eau et il nous rappelle que sans validation extérieure, le 6 doute. En parlant de sa victoire, oui Denis, je l'attendais. J'en avais besoin en fait dans l'aventure. Si je manque de succès, je peux douter. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Au passage, vous aurez noté le oui Denis. Un peu comme Julie, Nicolas avait le respect de la bienséance, de la politesse. Et globalement, je l'ai trouvé très cordial, ce qui améliore grandement le social. Son discours devant Denis, avant l'épreuve des poteaux, est très évocateur de son énéatype 6. J'ai jamais douté qu'il était possible que je touche ces poteaux. Alors en fait, dès qu'on voit des termes comme jamais ou toujours, ça désigne un centre mental absent. Parce que le centre mental, la capacité de réflexion, ça amène forcément de la nuance dans ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on est moins sûr de soi d'ailleurs, que le centre mental est relié au doute et à la confiance. Donc là, quand quelqu'un nous dit « j'ai jamais douté », ça indique un centre mental réprimé, au moins un centre mental qui n'est pas utilisé à ce moment-là. Le gars passe sa vie à anticiper les problèmes et à la fin de l'histoire, il vient nous dire qu'il a jamais douté. Alors, ça tient pas la route. Ce qui m'a rassuré durant cette aventure, c'est que je n'ai pas eu ce réflexe intempestif de vouloir être le chef. Je remercierai jamais assez Lisa de m'avoir poussé, de m'avoir rassuré pour pouvoir partir serein. Voilà, donc le vocabulaire du type 6 et l'apaisement qui vient de ses groupes, de sa famille. Enfin, notons qu'il a été très déçu de Fred, qui ne le choisit pas pour la finale. Normal, c'est une trahison pour lui. Mais il a quand même voté Fred parce que l'engagement, c'est très important pour lui. Il a été finalement, on va dire, loyal à son alliance jusqu'au bout. Tania. Tania, dans l'équipe jaune, elle était sur la touche au tout début avec Benjamin. Je pense que Tania, du coup, elle n'a pas l'instinct social blessé. Elle ne s'est pas attachée dans l'aventure à des groupes de personnes. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que son instinct de conservation soit blessé non plus. Dans l'épisode 12, elle dit d'elle-même « Je ne suis pas une personne stressée de base ». En revanche, elle s'est rapprochée individuellement de certaines personnes. Benjamin, au début, et même Julie et Esteban, plus tard dans l'aventure. À l'épisode 13, elle est déçue et surprise que Julie ait voté contre elle, au conseil surprise. Je fais le constat que Julie, elle me porte pas peut-être dans son cœur comme moi je la portais. Je sais très bien que c'est une stratégie, que c'est le jeu avant tout, mais moi, je suis pas comme ça, honnêtement. Et plus loin, elle dira « Avec Esteban, on se dit que les autres aventuriers nous ont trahis. » Elle perçoit le manque de fiabilité et la trahison. Moi, ce que je comprends dans ce qu'elle dit là, c'est qu'à partir du moment où elle accorde sa confiance, elle estime que c'est du solide, que la relation passe avant la stratégie. On n'a pas trop vu ce côté-là dans son aventure parce qu'en fait, elle n'a pas souvent eu d'alliés. Elle a eu un parcours assez solo et atypique. Elle part, elle revient, elle change d'équipe quand elle revient. C'est la réunification pas longtemps après. Donc difficile de rester fixé avec les mêmes personnes. À la fin de la citation, on voit aussi qu'elle considère Esteban comme une personne à qui elle se rattache. Elle considère qu'ils sont ensemble dans sa conclusion. Elle se dit que les autres nous ont trahis. Ah bon? Il s'est senti trahi, Esteban? Il était en alliance avec personne, et encore moins avec ceux qui l'ont éliminé. Alors je crois que c'est là une petite projection de la part de Tania. Après, elle a quand même le sens du devoir vis-à-vis de ses groupes. Si on considère Julie comme un groupe pour elle, malgré la déception citée plus haut, elle l'a aidé à atteindre ensuite la finale en lui prêtant son collier. À l'épisode 12, elle dit à Fred « Tellement heureuse, vraiment d'avoir partagé cette victoire avec toi. Tu sais que moi j'adore le tennis, mais c'est un sport individuel. Moi j'ai toujours voulu faire du hand. Tu vois, un sport collectif. Ça m'a tué à la fin quand tu m'as pris dans tes bras. J'ai cru que t'allais me couper en deux. » Elle souligne là qu'elle aime le collectif, l'esprit de groupe, partager la victoire avec quelqu'un. La fin de la citation me fait marrer. Elle laisse deviner la peur et la suspicion en imaginant une conséquence négative. Alors c'est anecdotique, mais on voit en fait le réflexe du 6 de toujours imaginer le pire ou du moins de toujours imaginer le risque. Pour continuer avec la suspicion, on va reparler du bluff de Rudy et cette fois sous l'angle de Tania. Donc épisode 7.
Sachant que je commence à connaître Rudy, je pense que c'est un bluffeur. Honnêtement, je me méfie. Après, peut-être que je me méfie beaucoup, hein, et peut-être pour rien, et peut-être qu'il a vraiment trouvé le collier. Alors j'ai remarqué qu'elle utilise souvent les mots peut-être et honnêtement, des mots qu'affectionnent, hein, la plupart des 6. Donc ici, la situation met en avant la qualité principale du 6, la capacité à anticiper les problèmes, ou en l'occurrence, le mensonge. Pour en revenir à ses groupes, elle parle de sa famille, à l'épisode 14. Je suis une personne tellement empathique et tout le temps de me mettre pas à la dernière place, mais j'essaye toujours de faire passer le collectif avant ma personne. Ma famille, je vis pour eux, je respire pour eux. Ensuite, elle trouve le collier et elle dit « Ça, c'est grâce à mes parents, c'est grâce aux lettres. J'aurais pas eu la force de continuer de chercher, je pense. » La force vient de l'extérieur du groupe. Je termine avec Tania sur ceci à l'épisode 12. C'est dans mon caractère. Vaut mieux toujours voir le positif. Parmi ces groupes, on retrouve donc la philosophie épicurienne ou hédoniste. J'en profite pour faire une minuscule parenthèse pour dire qu'énéagrammiquement parlant, non, vaut mieux pas toujours voir le positif. Il faut aussi ouvrir les yeux sur le négatif quand il est là. C'est en voyant sa souffrance et en voyant la souffrance des autres qu'on développe un amour véritable et de la compassion. On finit avec le gagnant de la saison, Frédéric. Déjà, alors, Fred, il dit qu'il fait une séparation très nette entre le jeu et la vie. Dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de loyal, à tel point qu'on a pu lui dire « Bon, toi, dans Koh-Lanta, à la première stratégie, tu dégages. » Ensuite, dans le jeu, quasiment dès le début, au deuxième jour, il s'est trouvé une alliance solide, l'alliance puissance 4. À la réunification, on voit qu'il est très content, soulagé de retrouver ses potes du début. La venue du bateau jaune, c'est très excitant. Et puis très rassuré aussi dans le sens où mes ex-camarades, notamment Nicolas, Laura et Gilles, au moment de les voir, j'ai compris que voilà, il y avait encore quelque chose. À l'épisode d'après, en fait, il va falloir jouer très intelligemment maintenant parce qu'il y a une alliance côté rouge, Clémence, Elena, Quentin, moi. Moi, j'ai toujours en tête mon alliance avec les ex-jaunes. Il y a pas mal de stratégie contre stratégie. Il a l'esprit qui pense à l'avenir avec de la méfiance. Il reste sur ses gardes. Son attention se porte sur ce qui va poser problème, en l'occurrence d'un point de vue stratégique. C'est comme ça qu'un 6 fait de la stratégie. La recherche de problèmes par le doute et la solution aux problèmes en faisant confiance à certains pour en discuter, analyser et avancer groupé. À l'inverse d'un 5 qui serait tout aussi observateur, mais plus solo, et à l'inverse d'un 7 qui sera moins pragmatique et plus idéaliste dans son logiciel de pensée, et plus solo aussi. Par rapport au groupe et au sens du devoir, il y a l'épisode 2 qui montre bien que le type 6 est un type qui se sent responsable et qui a tendance à culpabiliser. Les jaunes perdent d'immunité, plus précisément Fred perd son duel final face à Rudy, et il se sent mal. Désolé les gars, franchement. Je suis vraiment déçu de moi et je suis désolé pour eux, en réponse à Denis. Alors, globalement, je trouve que Fred était assez intégré. On voit que c'est un 6, mais ça va. Il n'imagine pas de scénario trop catastrophe. Il a une imagination lucide qui reste proche de la réalité. Forcément, l'ego est toujours là, hein, donc ses réflexions sont, on va dire, saupoudrées d'un peu de peur et de doute. Comme à l'épisode 3, quand il dit « Je suis plus inquiet qu'autre chose. Tania a tout approuvé à mes yeux. » C'est quand Tania a le talisman et part sur le camp des rouges. C'est une inquiétude qui est justifiée au vu du début d'aventure de Tania. À l'épisode 2 aussi, il dit « Rudy, il va être là. Il va assister à tout le conseil. Donc s'il voit que Tania est en danger, moi je vous dis les gars, son truc, il va pour elle. Certain. 2000%. » Même si encore une fois, c'est vrai, il a la tendance égotique du 6 à imaginer ce qui va poser problème et à partir très vite dans la méga certitude, qui signifie qu'il est à l'aise avec un mental réprimé. Par rapport à ce qu'il a observé, c'est déviant de penser que Rudy ne transmette pas son talisman à Tania. Dans l'épisode 2 toujours, on voit qu'il a un fort esprit d'équipe, un esprit de groupe. L'objectif là, après la défaite, c'est clairement de faire le feu. Aujourd'hui, ça nous a mis un coup au moral vraiment d'entendre que les rouges avaient réussi. Ou encore, globalement, on ne pensait pas qu'on allait être aussi fatigué aussi vite.
il parle au nom d'un groupe avec l'usage du on. Dans la seconde citation, il est utilisé d'ailleurs dans une projection. Lui se sent fatigué, donc pour lui, tout le groupe est fatigué. Comme ça, il est comme les autres, il n'est pas déviant. Encore une fois, c'est peut-être vrai, hein, même c'est sûrement vrai. C'est surtout le phrasé en fait, et le réflexe automatique d'inclure dans le constat tout le groupe qui illustre l'énéatype 6. Et c'est fini. Voilà, c'était une belle saison donc. Pour ma part, j'ai apprécié. On a eu beaucoup de stratégies et le centre mental a été grandement mis en avant, fatalement, hein, vu le casting, avec un très beau vainqueur. La victoire de Fred, pour moi, c'est un peu la victoire qu'aurait dû avoir Pascal dans la saison 15. J'ai bien aimé parce qu'en fait, il commence par la résolution du paradoxe. Il voulait rester caché, que personne ne se rende compte de l'alliance puissance 4. Et le contexte a fait que finalement, il a changé de tactique, il s'est adapté, en partie à cause, ou grâce plutôt, à son énéatype. Il voulait pas lâcher ses alliés d'origine, donc il s'est mis à devoir prendre des risques, à assumer les stratégies de son groupe. Il termine avec la victoire sur les poteaux et la victoire donc de Koh Lanta. Et c'est très bien comme ça. C'est un gagnant dans l'air du temps, un gagnant orange, un gagnant qui a bien joué sur tous les tableaux, que ce soit en équipe ou en individuel. J'ai aimé la façon dont il a su rebondir après l'élimination de Gilles. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, et aussi un peu de chance, mais il y en a toujours dans ce jeu, comme comment ne pas penser à l'abandon de Grasse qui remet Quentin et par ricochet qui remet l'Alliance Puissance 4 en selle, alors que l'absence de Quentin aurait quand même bien compliqué les choses. Bien, voilà, dites-moi vos avis en général sur la saison dans les commentaires. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Maatane.